Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Bonsoir à tous. Grand Carrefour, nouveau numéro, mesdames et messieurs. Merci de nous choisir encore et à ce rendez-vous essentiel. Depuis un moment, nous y sommes dans les couloirs sanitaires, dans les couloirs des questions liées à la santé. Le Togo, en état d'urgence sanitaire, nous l'avons appris depuis le 1er avril dernier, et bien évidemment, parce que le pays, à l'instar d'autres pays du monde entier, est donc secoué par la pandémie à coronavirus Covid-19, ce qui a obligé le chef de l'État personnellement à prononcer un état d'urgence sanitaire. Et bien depuis là, les dispositions sont prises, les comportements inhabituels sont adoptés et bien des pratiques inhabituelles sont donc observées sur toute l'étendue du territoire national. Le pays enregistre jusqu'à ce jour 86 cas de contamination, dont 56 guéris malheureusement et 6 décès. Depuis bien sûr le 2 avril dernier, une force spéciale est donc mise en place en vue d'aider à la mise en pratique scrupuleuse, à la mise en pratique exceptionnelle d'ailleurs, des mesures barrières, la force spéciale anti-pandémie Covid-19. Alors, jusqu'à ce jour, après 2 semaines, plus de 2 semaines d'exercice, quel est aujourd'hui le bilan adressé et donc les hauts et les bas des missions assignées à cette force spéciale. Nous en parlons essentiellement dans cette émission ici, voir si le danger est toujours à la porte lié à ce Covid-19 au Togo. Eh bien, mesdames et messieurs, nous aurons à ce plateau le lieutenant-colonel Yaovi Okpaol, directeur général de la police nationale, commandant de la force anti-pandémie et Covid-19. Eh bien, colonel, bonsoir, merci d'être à ce plateau avec nous. Merci. Je rappelle également que nous serons à ce plateau avec le professeur colonel Mohamed, Mohamed Djibril, bien sûr, coordonnateur national de gestion de la riposte Covid-19 qui va nous rejoindre d'un instant à l'autre à ce plateau, histoire de faire un état des lieux de cette pandémie qui bouleverse le monde entier et qui ne laisse pas aussi indifférents les autorités togolaises, surtout en milieu sanitaire. Alors, colonel, si vous avez demandé depuis donc, le 2 avril dernier, nous observons plutôt un comportement, ou alors des comportements peu habituels sur toute l'étendue du territoire liés à cette pandémie qui pourchasse tout le monde, Covid-19, d'où la mise en place d'une force spéciale dont vous détenez aujourd'hui la tête. Alors, si vous avez demandé aujourd'hui de nous dire en 2-3 mots les rôles essentiels qui vous sont assignés en étant à la tête de cette mission, que répondrez-vous? Merci beaucoup, Dieudonné. À la question quel est le rôle essentiel qui est assigné à la force mixte anti-pandémie, je vais faire un peu la genèse, même s'il faut simplement résumer ça par l'idée que l'objet essentiel, c'est de faire appliquer strictement les mesures barrières qui ont été prises par le gouvernement. Maintenant, c'est comment est-ce que nous assumons ce rôle. Et nous savons que le Togo, comme tous les autres pays, nous avons des frontières par lesquelles les gens rentrent. Et aussi bien à l'intérieur également, quels sont les dangers lorsque les premiers cas ont été signalés à Lomé, qu'est-ce qu'il fallait faire pour préserver les autres régions. C'est essentiellement ce à quoi résume la mission de la force mixte anti-pandémie. En effet, au niveau des frontières, sur toute l'étendue du territoire, nous avons nos agents qui interdisent strictement les entrées et les sorties sur le territoire. Ensuite, à l'intérieur, la mission est donnée de façon à pouvoir cloisonner chaque préfecture, à la limite chaque commune, dans sa propre zone territoriale, de façon que lorsqu'un cas est manifesté, qu'on n'ait pas la crainte que c'est déjà aller vers d'autres zones. Donc notre rôle là-bas est de faire en sorte de boucler chaque zone pour que les gens se déplacent à l'intérieur de la zone, mais les interconnexions interurbaines sont interdites. Une autre mission aussi, c'est de sensibiliser les gens aux gestes barrières. Notamment, je ne pourrais les citer ici, c'est connu de tout le monde, il faut porter les masques, il faut éviter de rester la distanciation, il faut éviter les attroupements. Aujourd'hui, les attroupements sont limités maximum à 15 personnes.
il faut éviter les gens qui se regroupent au niveau des bars. Il faut, je dirais, dans les transports en commun, il faut éviter d'être trop serré. Donc il y a des nombres qui ont été cités. Notre rôle est de faire en sorte que chacun à son niveau respecte strictement ces mesures barrières. Alors aujourd'hui, c'est vrai, depuis le 2 avril dernier, le président de la République l'a signalé, Lomé est sous couvre-feu, du moins le grand Lomé, avant que le Tchaodjo ne rejoigne aussi le rang, compte tenu du foyer important de Covid-19 qui est découvert à ce niveau. Alors, à plus de 2 semaines d'exercice de votre force spéciale, si vous allez demander aujourd'hui de dresser un bilan mi-parcours ou alors un bilan sommaire de l'exercice de votre fonction jusqu'à ce jour, que direz-vous au Togo? Le bilan, je dirais tout de suite, le bilan est globalement positif. En effet, depuis que nous avons commencé, la mission qui nous a été assignée est parfaitement remplie, même s'il y a des difficultés. Au niveau des frontières, on arrive à faire en sorte d'empêcher le maximum de gens qui rentrent. Il y en a au niveau des frontières qui ont des autorisations spéciales. Quant à eux, nous avons pour mission de les accueillir et de les mettre en contact avec les directeurs préfectoraux de la santé pour que ceux-là les consignent pendant les 14 jours minimum. Et au niveau du bouclage des zones, nous réussissons là aussi. Qu'est-ce que vous appelez par l'accompagnement durant les 14 jours? Le confinement durant les 14 jours. Ah d'accord, pas le confinement. Oui. Donc c'est la force qui conduit ces gens-là, ces étrangers qui mettent pied sur le sol togolais, aux autorités sanitaires pour être confinés jusqu'aux 14 jours. Comment ça se passe? Ce qui se passe au niveau des frontières, lorsque quelqu'un est tenu, quelqu'un a eu une autorisation spéciale d'entrer sur le territoire, nous avertissons déjà le coordonnateur qui avertit le directeur du district de la santé qui est concerné, lequel désigne une équipe sanitaire. Avec cette équipe, on attend l'arrivant au niveau de la frontière et lorsqu'elle arrive, on la conduit soit dans un hôtel ou à un lieu spécial de confinement. Donc c'est ce qui est fait, c'est le protocole qui est établi, soit c'est le colonel Djibril qui est le coordonnateur de la lutte contre la pandémie qui nous appelle et qui nous dit il y a quelqu'un qui va arriver soit à ce niveau de l'aéroport ou à ce niveau de la frontière ou à tel autre niveau. Et là nous mettons nos équipes pour le recueillir et ensuite l'amener au lieu de confinement qui est désigné souvent par les préfectures. Nous avons actuellement des gens à Dapaon qui sont confinés, à Niamtougou aussi qui sont confinés. Donc ça dépend de leur lieu d'entrée et le directeur préfectoral de la santé peut décider du lieu du confinement. Alors à ce jour, je veux revenir sur le couvre-feu, c'est inhabituel, c'est vrai pour certaines générations, c'est la première fois de vivre une telle situation. Eh bien, vous l'avez exercé, moi je l'appelle plutôt confinement nocturne, malheureusement nous parlons de couvre-feu, c'est bien vrai. Alors aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment que ce temps de couvre-feu ont participé un tant soit peu à la lutte contre cette pandémie? Oui, absolument. Je pense que les mesures prises par le gouvernement, donc le décret qui a ordonné le couvre-feu a joué un rôle essentiel, et non seulement le décret, mais le confinement des zones. Aujourd'hui, moi je le traduis particulièrement par les chiffres quelque peu stagnants que nous avons des cas confirmés du Covid-19. Donc quand on regarde, je crois qu'on n'est pas en train de flamber, et puis en particulier, à part Lomé, il a été identifié un foyer récemment à Sokodé. Donc, Dieu merci, en dehors de ces cas, nous n'avons pas de multiples foyers qui sont nés ici et là. Ce n'est pas encore le lieu de s'enorgueillir, mais je peux dire que ça permet tant soit peu de contenir le fléau dans une zone particulière qui est celle de Lomé, et bon, il faut pas nier celle de Sokodé aussi. Donc je dirais que ces mesures
avec l'accompagnement d'une force mixte anti-pandémie qui permet de le faire respecter dans la stricte rigueur et permet de réduire la propagation de ce virus. C'est ce que je pourrais dire pour l'instant. Très bien. Alors selon vous, aujourd'hui, ça contribue énormément. Vous parlez tantôt des chiffres stagnants, pas aussi stagnants que ça. Oui, c'est pas aussi stagnant. C'est là que j'ai dit, quand on regarde dans certains cieux, c'est qu'on voit des chiffres qui d'un jour à l'autre sont très très fort grands. Mais ici, stagnant, ce n'est pas non plus statique. On aurait bien voulu qu'on n'ait plus de cas du tout. Mais bon, je crois que la progression est quand même contenue dans des proportions acceptables. Donc, un cas de plus ne serait pas souhaitable, mais que vais-je dire, si ça arrive, si on a la chance que ça continue d'arriver dans les mêmes zones, c'est que on peut dire que quelque part, on est en train de contenir ça quelque part. Très bien. Alors, mon colonel, c'est cette question très banale, mais aussi c'est la préoccupation de plusieurs téléspectateurs aussi, des populations. Quelle est la mission des agents de cœur des forces spéciales lors des couvre-feux sur la nuit? Oui, ça revient souvent à cette question. Et puis, la mission lors des couvre-feux, le couvre-feu c'est de 20h à 6h du matin. Et lors du couvre-feu, l'on ne doit pas être dehors, on doit rester chez soi. Mais est-ce que s'il n'y avait pas de force pour faire appliquer ça, les gens resteraient chez eux? Je pense que non. Donc la mission essentielle des forces mixtes de lutte contre la pandémie est de faire en sorte que les gens puissent rester chez eux et de contraindre les gens à rester chez eux. Pour ceux qui volontairement y restent, ils ne sont pas en litige avec les éléments de la force. Comment nous traduisons ça sur le terrain? C'est par les checkpoints, c'est par des barrages qui permettent d'interpeller ceux-là encore qui se trouvent en circulation aux heures du couvre-feu. Et c'est ce que nous faisons jusque-là. Et ça permet aujourd'hui, lorsque vous sortez aux heures du couvre-feu, vous pouvez vous sentir en zone déserte, où il n'y a pratiquement personne. Sauf ceux qui, aussi pour des raisons, je dirais des personnes utilitaires, ceux qui utilisent des engins et tout, qui se retrouvent, qui sont dans l'obligation d'être dans la rue. Donc, notre rôle, c'est de faire en sorte que les gens respectent le couvre-feu. Les gens restent chez eux. Parce qu'on a dit, il y a couvre-feu, vous ne devez pas sortir. Tout le monde doit rester chez lui aux heures du couvre-feu. C'est essentiellement ce que nous faisons en tant que force de l'ordre et de sécurité de lutte contre la pandémie. Est-ce qu'il y a eu déjà eu, est-ce que vous avez déjà procédé à certaines interpellations lors de ce couvre-feu? Oui, nous interpellons et nous faisons un bilan journalier sur les activités de la force mixte anti-pandémie. En effet, il y a certains évidemment qui donnent l'impression d'être toujours surpris par l'heure et qui se retrouvent aux heures du couvre-feu. Nous les interpellons et effectivement nous les contrôlons et après nous leur donnons des conseils et nous leur accompagnons des fois jusqu'à chez eux. Mais il reste quelques heures pour assumer un peu l'audace qu'ils ont eue d'être dans le couvre-feu sans justification. Très bien, merci. Je reviens à vous avec ce langage très codé. Ils doivent justifier l'audace qu'ils ont eue de rester dans le couvre-feu sans justification. Très bien, je le disais et tantôt, eh bien, nous avons à ce plateau professeur colonel Mohamed, coordinateur national de gestion de la riposte Covid-19. Professeur, bonsoir, merci de nous rejoindre à ce plateau. Bonsoir et merci aussi à vous. Très bien. Eh bien, le Togo aujourd'hui enregistre 86 cas de contamination, dont heureusement 56 guéris et malheureusement 6 décès. Haute mesure, si vous avez demandé aujourd'hui de faire un petit état des lieux de la situation que nous vivons depuis le 1er mars sous l'emprise de Covid-19 au Togo,
Que répondrez-vous à ça? D'abord, merci. Permettez-moi de rappeler que cette pandémie a une évolution dynamique. Et que cette évolution dynamique fait que toutes les secondes, les chiffres peuvent varier. C'est vrai que depuis hier, nous étions à 86 cas positifs au Togo. Et à cette heure-là, je vous parle, nous sommes à 88 cas. Toujours avec 56 cas guéris et nous déplorons 6 décès. Voilà un peu le tableau à ce jour. Et comme je l'ai dit tantôt, l'évolution est dynamique. Très bien. À quoi imputer cette dynamique ou alors cette évolution fulgurante? Ça, il faut que je le dise quand même de toutes les façons, parce que 86 jusqu'à quelques heures et qu'on se retrouve à 88 cas, ce n'est pas rien. Voilà. En gros, il faut savoir que depuis le cas index, c'est-à-dire le premier cas, il y a eu des cas contacts. Il y a eu aussi l'étape des voyageurs que nous avons reçus, des personnes qui venaient des pays les plus touchés, qui ont fait évoluer le nombre de cas, mais ces cas ont eu des contacts. Et un cas peut avoir 10 contacts. Ces 10 contacts peuvent avoir d'autres 10 contacts. Vous voyez qu'un seul cas, avec un seul cas, on peut avoir 100, 30 et 100, 200 ou 300 ou 1000 contacts. Et ces 1000 contacts sont suivis. Ils sont suivis. On fait les tests parmi les 1000 contacts. On peut avoir certains qui vont faire la maladie. Vous voyez pourquoi l'évolution est dynamique. On peut avoir tout le temps des cas. Et ces cas, comme ils sont suivis, on fait des prélèvements. Dès qu'on trouve un cas qui est positif, en ce moment, ça augmente le nombre de cas chez nous. C'est prévisible que ces nombres de cas vont augmenter. Nous sommes sur la pente ascendante. Et c'est pour cela qu'il y a eu des mesures de confinement, des mesures de bouclage, pour éviter qu'il y ait beaucoup plus de contacts, pour couper la chaîne de contamination. Et en ce moment, ça permettra d'arriver très vite à un plateau et redescendre. Plus il y a des cas, plus la courbe restera dans sa phase ascendante. C'est cela. Alors, ceci dit, en clair, il faut reconnaître aujourd'hui que le danger est encore permanent au Togo, en ce qui concerne Covid-19. Le danger est permanent dans tout le monde entier. Dès qu'il y a des cas positifs qui peuvent avoir des cas contacts, c'est permanent partout. Et c'est pour cela que tout le monde doit respecter les mesures du gouvernement, surtout ces mesures pour éviter des cas contacts qui peuvent entraîner des contaminations tout le temps. Alors, à quand peut-on envisager atteindre le pic de la maladie au Togo? Envisager le pic, c'est que si on arrive à couper la chaîne de contamination. Et il faut que les gens respectent toutes les mesures. Je reviens là-dessus parce que quand vous avez un cas positif, ce cas entraîne plusieurs d'autres cas contacts. S'il y a 1000 cas positifs, ça sera 1000 cas contacts. Mais le moment où on est en train de finir le cas contact de l'autre, qui a d'autres contaminations, la courbe remonte encore. Donc on peut avoir plusieurs courbes si on ne touffe pas très vite, on ne coupe pas la chaîne de contamination. Est-ce qu'aujourd'hui la situation est quand même sous contrôle au Togo? Je parle de la situation sanitaire en général. Je pense que la situation sanitaire, on peut se dire que c'est sous contrôle, tout en laissant cette évolution dynamique se faire et finir. C'est sous contrôle parce que depuis, avant même le cas annexe, le chef de l'État a créé le comité de crise. Donc, il a anticipé en créant ce comité de crise. Et ce comité de crise a commencé par travailler, et pour aider le comité de crise, qu'il préside lui-même le président de la République, il y a eu la création de la coordination pour coordonner les actions intersectorielles, interministérielles, intersectorielles, et aussi pour chercher, pour collecter tous les problèmes, toutes les informations, les analyser et proposer des scénarios, et enfin aussi faire
participer à la mise en œuvre des mesures du gouvernement. Voilà un peu le rôle de cette coordination et le rôle aussi du comité de crise qui permet à la coordination de fonctionner. Maintenant, les mesures étant prises, ces mesures permettent de limiter la propagation du virus. Et c'est dans cette propagation et c'est dans ces mesures-là qu'il faut à la fois couper la chaîne de contamination par le confinement, mais aussi par le bouclage des endroits où le virus est beaucoup plus présent. C'est-à-dire qu'il faut étouffer l'abcès là où il est. Éviter que cet abcès contamine les autres zones pour entraîner des micro-abcès. Alors, depuis le 1er avril dernier, le chef de l'État a décrété un état d'urgence sanitaire au Togo. À ce jour, est-ce qu'on peut faire un petit bilan de ce que cet état d'urgence sanitaire, ou alors l'exigence de cet état d'urgence sanitaire a apporté à la lutte contre le Covid-19 au Togo? Comme je disais aussi tantôt, le chef de l'État s'est investi personnellement dans cette mission. Et il a pris tout son temps pour consulter tout le monde. Toutes les couches socio-économiques, il les a consultées avant de prendre toutes ces mesures. Et ces mesures, l'état d'urgence sanitaire permet à la coordination de mieux fonctionner, que ce soit dans les réquisitions de certaines structures pour l'intérêt national, que ce soit aussi les mesures pour aider les populations les plus défavorisées par les mesures prises dans le cadre de la lutte Covid-19. Donc dans tous les cas, il y a à noter aujourd'hui une avancée. Il y a une avancée terrible et nous sommes parmi les pays qui ont stabilisé l'évolution de la maladie et nous souhaitons que cette stabilisation soit continuelle si tout le monde participe à la lutte, si tout le monde participe à la riposte, surtout pour couper. Quelles sont essentiellement les preuves de cette stabilisation dont vous parlez, professeur? Vous êtes mieux indiqué à nous. En fait, la stabilisation, c'est qu'actuellement, il y a le nombre de cas que nous recherchons. Ce nombre de cas n'évolue pas comme ailleurs. C'est vrai que nous ne faisons pas les tests à tout le monde. Nous faisons des tests à des cas suspects, à des cas contacts. Mais ces cas contacts sont choisis de façon raisonnée. Supposons qu'il y a eu, par exemple, à Sokodé, des cas positifs dans un village. Et dans ce village, nous avons fait le test à tout le village et son environnement pour éviter que certains aient la maladie et aillent contaminer les autres, le reste de la population. Voilà un peu comment tout le village a été testé. Et il y a eu 700 personnes qui ont été testées. Voilà un peu comment nous fonctionnons. Dès qu'il y a un cas quelque part, nous allons étendre dans la zone, nous allons faire le test à tout le monde pour éviter que la maladie s'étende dans cette zone-là. Et maintenant, il y a encore d'autres dépistages qui se font. Les zones les plus touchées, nous allons entamer, par exemple l'aéroport, les hôpitaux et d'autres endroits les plus fréquentés. Nous allons faire les tests dans ces zones-là et extirper le mal pour pouvoir contrôler le mal dans ces zones-là. Lomé et la région de Djaoudjo ou alors Sokodé sont aujourd'hui en couvre-feu ou alors sont sous couvre-feu, ce qui n'est pas aussi habituel pour le commun des Togolais de la nouvelle génération. Alors, à ce jour, comment analysez-vous l'apport de cette mesure à la lutte contre Covid-19 au Togo? Vous voyez, comme je disais, l'abcès et les micro-abcès, on peut se dire qu'à Lomé, il y a un abcès. À Sokodé, il y a un micro-abcès. Ces micro-abcès, il faut les contrôler pour que les autres zones saines soient contaminées. C'est pour cela qu'il y a eu des bouclages. Pour éviter que les gens qui sont dans ces zones-là prennent la maladie et amènent dans d'autres zones saines. Et le couvre-feu, vous savez très bien que c'est pendant la nuit qu'il y a beaucoup plus de contacts indirects où on ne fait pas attention. Ce couvre-feu va limiter le nombre de contacts,
donc va limiter les cas contacts par rapport à la maladie. C'est pour cela qu'il y a à la fois ces deux mesures-là, le bouclage, mais aussi le couvre-feu. Rappelez-vous que j'ai dit tantôt, tout de suite, qu'il faut couper la chaîne de contamination. Tant que cette chaîne de contamination n'est pas coupée ou n'est pas ralentie, ce problème peut être chronique. Donc il faut couper cette chaîne de contamination. Voilà un peu ces mesures-là permettent de couper ou de ralentir la chaîne de contamination. Et à plus de 2 semaines de cet exercice, vous appréciez déjà les résultats? À plus de 2 semaines, on apprécie les résultats parce que, comme je disais tantôt, à SCODE, nous avons pu cerner l'endroit et faire les tests. Les tests sont négatifs. Mais aussi, on se rend compte que ce n'est pas encore parti dans le reste de la population. Mais il faut attendre encore, pas 2 semaines, il faut attendre encore 2 semaines pour revoir les choses. C'est pour ça que les choses sont encore sous contrôle. Alors, lieutenant-colonel Okbaol, parlant de bouclage des régions, est-ce qu'aujourd'hui, vous trouvez que vos éléments arrivent à véritablement avoir la situation sous contrôle par les différentes frontières? Je parle de frontières au poste de contrôle, je veux dire. À ce niveau, il faut signaler tout de suite des difficultés. La mission, c'est de faire en sorte qu'il y ait zéro tolérance, que personne ne puisse traverser. Donc, d'une préfecture à l'autre, ou d'une commune à l'autre, il ne faut pas traverser. Comme le colonel le dit, quelqu'un ne doit pas aller à Tchévi, ou les gens de Tchévi ne doivent pas venir ici. Mais déjà, ces 2 préfectures, tout le monde voit combien de fois c'est déjà, l'interconnexion est tellement grande que de personnes vivent à Tchévi, mais ils travaillent à Lomé. Et tout ceci, malheureusement, aujourd'hui, ont eu des autorisations qui leur permettent de pouvoir franchir la barrière. Déjà, ce n'est pas l'autorisation légale qui empêche la contamination. Donc, il y a des cas comme ça multiples où, malheureusement, nous ne saurons dire que nous arrivons à boucler de façon hermétique une zone à une autre. Mais par endroit, ça marche beaucoup. Aujourd'hui, je peux me satisfaire du bouclage qui est fait entre Tchévié et à partir de Tchévié et Lomé, on a pu véritablement boucler cette zone par rapport au nord. Donc il n'y a que des cas de permission qui arrivent à traverser cette zone. Mais entre Tchévié et Lomé, déjà, ça pose quelques difficultés. Mais nous avons fait les 2 bouchons et les gens souffrent beaucoup pour pouvoir... ceux qui arrivent à passer entre les mailles ne sont pas nombreux en dehors de ceux qui ont une autorisation qui leur permet de franchir. Ailleurs, ça marche très bien. Entre les préfectures, ça marche, mais je pourrais dire à 90%. Certains prennent le malin plaisir de prendre des véhicules à moitié remplis de marchandises et viennent déclarer à 1 km avant d'atteindre les barrières, ils descendent les passagers qui marchent dans la brousse et viennent proche de la barrière pour annoncer que c'est de la marchandise pour aller de l'autre côté. Et comme les marchandises sont autorisées, évidemment, par moment, nos agents laissent le véhicule prétendant que c'est des marchandises. Et puis, ils contournent la barrière, les passagers contournent la barrière pour y rentrer dans le même véhicule 1 km plus loin. Nous avons compris ça très tôt et nous avons commencé aussi, nous avons instruit nos éléments pour être davantage vigilants. Aujourd'hui, on constitue un obstacle majeur pour tout ça, mais comme je l'ai dit, nous faisons le maximum pour garder les gens dans leur zone. Certaines allégations soutiennent que certains de vos éléments sont en connivence avec ces manières détournées de passer ces mesures de cloison. Et si ces allégations s'avèrent, comment réagissez-vous? Nous avons puni des éléments. Donc je ne saurais dire non systématiquement. Il peut arriver qu'un de nos éléments, quand vous avez 5000 personnes que vous commandez, la possibilité qu'un ici et un de l'autre côté puissent commettre des bêtises est là, ça existe cette possibilité. Donc, mais lorsque nous sommes au courant, nous sévissons très très durement pour réprimer ces erreurs. Mais l'ordre
donner, c'est d'interdire systématiquement. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons vu à Qatar, par exemple. La semaine dernière, on nous a signalé que les éléments qui étaient là étaient en train de racketter les gens qui passaient. Donc, ils les faisaient attendre des heures et finalement, ils finissent par leur prendre quelque chose et laisser passer. J'ai fait rapatrier, j'ai relevé ces 4 personnes, ces 4 agents de leur fonction. Et je les ai mis aux arrêts. Maintenant, on a mis d'autres qui veulent être très très rigoureux. Et avant-hier, on m'appelle pour dire non, les gens se sont attroupés de part et d'autre et maintenant ils sont en train de vouloir passer, je dirais, à des manifestations violentes pour pouvoir forcer le barrage et tout ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé qu'on envoie un renfort pour renforcer les éléments qui sont là-bas, pour leur empêcher, parce qu'ils ne doivent pas forcer le barrage. Voilà un peu les difficultés que nous avons. Donc quand vous serrez beaucoup, ils sont là, ils veulent manifester, ils lancent des pierres sur nous. Nous avons essuyé à plusieurs endroits des pierres. Donc c'est ça, c'est à ce jeu que nous jouons, mais nous parvenons véritablement à empêcher les liens, même si je reconnais qu'il y a toujours certains qui passent parmi les mailles, mais ils sont très très minoritaires. C'est cela. C'est pour dire que sur ce plan, excusez de prendre la parole, c'est pour dire que sur ce plan, les forces de sécurité jouent leur partition et ils ont une mission qui est difficile, mais c'est une mission qui rentre vraiment dans la lutte, dans la riposte de la pandémie. Comme je venais d'expliquer, vous voyez, l'épicentre de la maladie s'est déplacé. Ça a commencé en Asie, c'est venu en Europe et actuellement c'est en train d'arriver en Afrique. C'est par quelle voie? Par les frontières. Ce qui veut dire que normalement il faut encercler là où il y a le mal. Si le mal était vraiment encerclé là où ça a commencé, ça ne devait pas envahir le monde entier. Maintenant que c'est arrivé, il faut qu'on arrive à encercler le mal là où il est pour éviter, quand on prend le Togo, éviter que ça soit dans tout le pays. Et comment le faire? Vous voyez la difficulté. Déjà, l'État a des missions et a des institutions pour faire fonctionner l'État, en fait. Et ces institutions, comme les forces de sécurité, jouent leur partition en empêchant, quand on fait le bouclage, en empêchant les gens d'aller contre ces règlements-là, parce que c'est une mission sanitaire où le genre humain est menacé. Peut-être qu'il y a certains qui ne comprennent pas cette mission, mais l'État a la responsabilité de faire respecter les mesures qui ont été prises pour l'intérêt de nous tous. Donc le rôle que les forces de sécurité jouent est important, à la fois pour le bouclage, mais aussi pour le couvre-feu. Ils ne font pas ça parce que ça leur fait plaisir, mais ils font ça uniquement pour protéger le genre humain, pour protéger la population togolaise. Très bien, j'allais aussi te poser la question de savoir quel est aujourd'hui le regard porté par la coordination sur l'exercice de la force mixte en accompagnant cette lutte que l'État mène contre le Covid-19. En fait, comme on dit, nous sommes ensemble avec les forces de sécurité. Parce que sans ces forces de sécurité, toutes nos mesures ne seront pas bien respectées. Et c'est pour cela que nous remercions, nous félicitons les forces de sécurité pour la mission qu'elles mènent, mais aussi pour la réussite de la riposte. C'est cela. Eh bien, lieutenant commandant, directeur général de la police, et bien évidemment, depuis le début des couvre-feux, vous n'êtes pas sans savoir que des allégations aussi sont formulées contre certains des éléments parlant des bavures policières, surtout les nus. Est-ce que vous avez aussi connaissance très souvent de ces bavures policières dont certains parleraient? J'ai connaissance de ces bavures, mais pas pour dire que nous acquiesçons, pas pour dire que nous les reconnaissons, que nous sommes auteurs vraiment de ces bavures. Il faut signaler un mal aujourd'hui, c'est celui de rester derrière son téléphone et de faire des vidéos, de les mettre sur les réseaux sociaux.
c'est celui d'aller organiser généralement des sketchs pour je ne sais quelle raison, pour émeuter la population. Vous assimilez certaines de ces présumées bavures à des simulations ou alors à des théâtres, à des montages tout simplement? Mais il ne faut pas mettre tout. Il faut aller investiguer. Il faut s'assurer vraiment que ce qui s'est passé, c'est de la faute de nos agents avant de vouloir accuser nos agents. Je prends le cas de Bodomé par exemple, où une femme d'un certain âge s'est retrouvée vers 22 h sous un arbre, donc dans une obscurité quelque part. Bodomé n'est pas dans le couvre-feu. Donc les policiers qui sont à Bodomé sont dans leur rôle régalien de patrouille pour sécuriser tous les habitants de cette contrée. Donc, étant dans leur patrouille normale, ce groupe qui était caché, qui était à l'ombre quelque part, les a aperçus et spontanément commencé par s'enfuir. Je ne vois pas si on ne se reproche de rien. Pourquoi, à la vue d'un policier, des policiers, on va commencer par s'enfuir? Ces gens ont pris la fuite et chemin faisant, cette femme, comme je dis, d'un certain âge, je crois au moment de vouloir rentrer dans une habitation, il y a eu, les plus jeunes ont disputé la place assez réduite avec elle, et elle a dû trébucher. En trébuchant, elle a cogné sa poitrine contre un mur qui n'avait pas une grande hauteur, où elle serait tombée sur un obstacle, un caillou, quelque chose. Après, la police, qui avait vu que parmi les gens qui couraient, quelqu'un est tombé, à distance, ils ne pouvaient pas savoir même qu'il s'agissait d'une femme. Donc ils sont allés et ils découvrent que non, cette femme est âgée. Donc ils l'aident à aller se faire soigner, à pas aller se faire soigner, et ils lui disent d'aller se faire soigner. Et le lendemain, les gens accompagnent cette femme-là à la police et disent que c'est les policiers qui l'ont. En réalité, la femme n'était pas tombée sous les coups de la police. Hein? Non. Donc, nous avons le droit de faire notre patrouille, où que nous sommes. C'est vrai qu'à Lomé, ici, vous apparaissez dans certains quartiers, tout de suite, les gens commencent par courir, parce qu'ils savent que lorsque la police les interpelle, ils vont trouver quelque chose de mauvais en eux. Donc, je ne vois pas véritablement pourquoi cette femme, de cet âge-là, à la vue des policiers, se mettrait aussi à courir. Et puis, j'ai dit une chose, j'ai réagi d'une manière la dernière fois en disant les Togolais connaissent très bien leur police nationale, même leur gendarmerie, même leurs militaires. Est-ce que habituellement, est-ce qu'on peut se mettre à taper une femme de cet âge? Je crois que c'est vraiment rare de voir des policiers se mettre à bastonner cette femme. Et même à la vue de l'impact que les gens nous montrent, est-il un impact d'un caillou, d'un coup de poing, ou de quel impact pourra-t-il être? Et un bâton ne laisse pas une trace comme ça, une trace comme un poing. Mais tout ça, lorsque nous voulons rentrer en profondeur, lorsque nous voulons rentrer en enquête, on se rend compte que non. Ça a été quelque chose que les gens ont bien voulu récupérer. Parce que le moment là était, chacun avait sa mission. Donc il y a des gens qui utilisent d'autres faits pour pouvoir assouvir d'autres missions. Je ne saurais les citer ici. Donc ça a été quelque peu des exagérations. Il y a bien d'autres cas. Nous pouvons reconnaître certains. Je l'ai dit bientôt que même à Sokodé par exemple, un agent qui était en patrouille a dû utiliser un bâton, sur un citoyen, mais il a été puni. Il est maintenant aux arrêts. Pour avoir utilisé le bâton? Pour avoir utilisé le bâton. Le bâton n'est pas alors autorisé à utiliser la nuit. Alors, le bâton, on les appelle les bâtons de protection. Lorsque un paysan, une personne peut être en train de venir vers toi avec un caillou, le bâton peut t'aider. Mais le bâton n'est pas fait pour bastonner. Le bâton peut aider à maîtriser quelqu'un, mais pas pour bastonner. Donc, c'est pourquoi le nom bâton de protection. Alors, en clair, la police ne bat pas à tout bout de champ lorsqu'on voit quelqu'un au-delà de 20 h la nuit, c'est cela? Pas du tout. Nous avons interpellé plus de 500 personnes depuis que nous faisons le couvre-feu. Ils n'ont pas été bastonnés. Il y a une règle qui est claire, c'est que lorsque vous êtes surpris par le couvre-feu,
engagez-vous si vous devez rentrer, engagez-vous. Mais lorsqu'on vous interpelle, vous dites clairement le motif pour lequel vous avez été en retard. Vous vous expliquez. J'étais ici, je n'ai pas eu le temps de partir vite parce que j'ai eu cet empêchement. Ils sont aussi des hommes comme nous. Ils peuvent comprendre et vous aider à rentrer. Hier, il y a eu un cas, hier seulement, il y a un citoyen qui s'est retrouvé dans la patrouille, dans le couvre-feu, et lorsqu'on l'a interpellé, il a donné des justifications. Quand on lui dit vous pouvez partir, c'est la personne même qui dit mais si je veux partir d'ici, je ne suis pas sûr d'arriver chez moi sans être interpellé par un autre. Qu'est-ce que je fais? Nous étions obligés d'accompagner cette personne jusqu'à domicile. Donc, je ne vois pas pourquoi les gens, ceux qui par contre rentrent en litige avec les nôtres, c'est ceux-là qui, étant dans le couvre-feu, je ne sais pas si c'est volontairement qu'ils ont choisi d'être dans le couvre-feu, ils veulent braver, ils veulent passer par force les barrages. Et je peux vous dire qu'il ne faut pas être... Je suis toujours dans les nuits avec... j'ai toujours eu l'occasion de regarder tous les couvre-feux depuis que nous les avons mis sur place. Et vous pouvez constater que par moment, quelqu'un qui vient vers le couvre-feu, lorsque je suis là, j'ai dit simplement, laissez ce monsieur passer. Parce qu'il veut un accident pour mettre ça sur le dos. Parce qu'il sait pertinemment que c'est un barrage. Et il doit mettre le temps, il doit freiner pour justifier pourquoi il est là. Mais il veut passer par force et en toute vitesse. Si tu veux l'arrêter, tu vas créer un accident grave. Des fois, j'ai dit, écoutez, lui là, il faut le laisser passer. Donc, c'est pour vous dire que je ne peux pas acquiescer tout ce qui est dit contre nous. Je reconnais que les nôtres commettent des erreurs, ils peuvent, des bavures. Des cas isolés. Des bavures, mais c'est vraiment à contre-coup. Donc, je ne peux pas admettre tout ce qui est dit contre nous. D'ailleurs, nous avons ouvert des enquêtes et nous verrons jusqu'au bout qu'est-ce qu'il y a. Il faut que les responsabilités des gens soient situées. Merci. Alors, professeur, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire sur ce sujet. Merci. Sur ce sujet, c'est très important que chacun respecte les mesures. Parce que nous avons dit tout à l'heure, il faut couper la chaîne de contamination. Et si quelqu'un, par sa faute, ne respecte pas les mesures, fait perdurer la pandémie, nous tous nous sommes menacés. Donc la faute de l'autre nous interpelle parce que sa faute nous met en danger. Donc il faut que les gens ils sachent, à la fois pour eux, mais c'est pour nous aussi qui doivent respecter certaines consignes. Parce que pour certains, c'est comme si, non, on fait ça, non, moi je n'aurais pas... Non, c'est pour nous tous. Et comme je l'ai dit tantôt, les gens humains, nous devons respecter certaines mesures pour qu'on puisse aller contre cette pandémie. Et ce n'est pas uniquement au Togo, c'est dans tout le monde entier. Si c'était au Togo, on pourra faire une particularité. C'est dans tout le monde entier. Et que les gens ont le temps de voir les télévisions des autres pays pour voir ce qui se passe. Je demande à tout le monde que nous pouvons réussir, mais simplement si tout le monde met la main à la porte. Il faut que tout le monde accepte les mesures, tout le monde respecte certaines choses pour un moment pour qu'on puisse aller à bout de cette pandémie. Merci professeur. Alors aujourd'hui, c'est vrai que Lomé et Tchaoudjo sont dans les visions les plus strictes au pouvoir et c'est circonscrire le mal. Mais je veux savoir, est-ce qu'il y a des dispositions particulières prises sur l'ensemble du territoire pour véritablement arriver à bout à ce monstre qu'est Covid-19? Voilà. Vous voyez, comme je le disais tantôt, avant même le premier cas, le chef de l'État a anticipé en faisant créer un comité de riposte. Et après ce comité de riposte, il y a la coordination avec ses démembrements, avec les comités préfectoraux. Donc, dans toutes les préfectures, il y a des représentations qui sont organisées pour pouvoir mener la lutte. Donc, nous pouvons dire que dans tout le pays, il y a des mesures qui sont prises et il y a des représentations avec les comités préfectoraux pour mener la lutte. Et comment ça s'est fait? C'est organisé de telle manière que, au plan des infrastructures, il y aura une réhabilitation, comme ça a été fait à Lomé avec le CHR Lomé Commune. Il y a réhabilitation des centres, de certains centres
médico-sociaux pour préparer, anticiper à recevoir le cas de maladie, mais aussi il y a la prévention qui se fait dans toutes ces préfectures. Et maintenant ici, à Lomé, il y a les centres qui sont prêts à recevoir, notamment le CHR de la commune. Nous sommes en train de préparer un autre centre en anticipant à Togo 2000. Mais au plan des équipements, vous avez vu arriver sous le leadership du chef de l'État plus de 100 tonnes d'équipements de matériel par plusieurs vols spéciaux. D'équipements pour la protection du personnel de santé, mais d'équipements aussi pour les soins, pour la prise en charge des malades, et qui sont répartis sur toute l'étendue du territoire. Et c'est derrière le week-end passé, nous avons distribué des masques pour la protection, des gants pour le personnel médical dans tous les hôpitaux du Togo. Et tout le personnel, même si ce n'est pas le cas de Covid, tout le personnel, n'importe quel malade qui consulte, doit porter maintenant les masques pour éviter à la fois la propagation du virus à l'intérieur des hôpitaux, mais aussi à la population. C'est cela. Alors, professeur, puisque vous en parlez, je veux maintenant faire allusion au personnel soignant. Depuis quelques jours déjà, une partie du personnel soignant du CHU Sylvanus Olympio est en quarantaine. Alors, parce que avoir été en contact avec un cas Covid-19, comment est-ce que cette situation a pu se réaliser? Et aujourd'hui, quelle est la mesure importante prise, outre les mesures de protection ou alors les combinaisons données au personnel soignant? Quelles sont les mesures importantes prises pour véritablement mettre à l'abri ceux qui sont au front au quotidien? Vous voyez, il faut scinder deux étapes. Très bien. L'étape où les hôpitaux sont là, qui ont leur rôle régalien d'hôpital pour soigner toutes les maladies qui arrivent. Le rôle d'un centre qui soigne les cas de Covid-19. Tous les hôpitaux, tous les malades qui arrivent, c'est organisé de telle manière que quand un malade qui arrive et qui est suspect, il a un circuit particulier. Le malade qui n'est pas suspect, on le fait suivre le circuit normal pour le soigner. Et aussi, quand vous voyez qu'il y a eu des cas contacts à l'hôpital, mais dans la ville aussi, il y a des cas contacts. Il y a eu des cas contacts parce que les patients étaient hospitalisés pour d'autres pathologies, mais qui ont des signes qui ont orienté vers le Covid-19. Et le développement est fait. Et ces patients, c'est avéré que ces patients étaient positifs. Donc tout le personnel en contact. Et de ces patients, il y avait eu 2 décès. Ça veut dire qu'on n'a pas réussi à détecter si rapidement le cas. Et pourquoi? Là, la question sera posée là où le diagnostic a été fait pour que les gens puissent expliquer quels sont les signes, parce que cette maladie est une nouvelle maladie que nous ne connaissons pas. Est-ce qu'il y a certains signes qui ont pu masquer les vrais signes du début pour qu'on puisse diagnostiquer très tôt la maladie? Parce que les gens, les personnes, les malades qui ont été récupérés là-bas étaient tellement atteints qu'ils avaient le trouble respiratoire, le temps qu'on les transfère au centre de traitement et elles sont décédées. Donc, est-ce qu'il y a des signes qui ont masqué l'apparition de cette maladie? Il y a les rapports qui sont en cours. Les médecins concernés sont en train de faire des rapports qui vont remonter pour qu'on puisse voir clair. Mais il faut savoir aussi que cette maladie est une nouvelle maladie dont on ne connaît pas tous les contours. Après, il nous faut un recul pour savoir exactement ce que cette maladie nous révèle. Très bien. Alors, professeur, en médecin, alors, le dernier décès était un bébé, je vais croire, le plus jeune du monde, un décès en matière de Covid-19, 28 jours. Comment vous l'expliquez? Est-ce qu'il y a une contamination mère à l'enfant à ce niveau en tant que médecin? Est-ce qu'il y a une explication à donner à ce moment? C'est vrai que ce cas a touché tout le monde. C'est un nourrisson de 28 jours. Les enquêtes se poursuivent parce que ce nourrisson est né d'abord avec certains troubles à la naissance. C'est ça qui a fait que, après avoir été libéré, ce nourrisson est revenu à l'hôpital là-bas avec des troubles respiratoires, ce qui a motivé les prélèvements pour faire le diagnostic.
ces nourrissons, pour l'instant, on est en train d'enquêter. Est-ce que c'est au niveau de la maman? Est-ce que c'est au niveau de là où il y a eu accouchement? Est-ce que c'est à l'endroit où il a été hospitalisé? Ou bien c'est à la maison où, quand un nouveau-né arrive, tout le monde vient saluer le nouveau-né et que le virus est passé par là? Toutes ces personnes ont été des personnes contacts et nous sommes en train de faire des prélèvements. Et parmi ces personnes, il y a déjà 2 cas positifs. Les nouveaux cas qu'on a récemment, il y a déjà 2 cas positifs parmi ces gens contacts. Donc en gros, nous sommes en train d'expertiser autour de ce nourrisson. Ce nourrisson, il faut dire aussi qu'un nourrisson se défend très peu par rapport à un adulte. Et devant un virus comme ça, le nourrisson n'a pas pu se défendre correctement. Et quelque part, on s'est battu pour pouvoir récupérer ce nourrisson, mais hélas, on n'a pas pu. Alors cela remet en cause l'hypothèse selon laquelle au début, bien sûr, de cette pandémie, on parlait du système immunitaire des enfants qui serait en avance sur ce virus. Alors aujourd'hui, c'est l'hypothèse contraire. En général, non, ce n'est pas l'hypothèse contraire. Il faut scinder, c'est pour ça que j'ai utilisé le terme nourrisson et enfant. Il y a nouveau-né, nourrisson, enfant, grand-enfant. Le nourrisson, il n'arrive pas encore, il a 8 jours. Donc, parfois, sa protection est due seulement aux anticorps de sa maman. Alors que l'enfant, c'est différent. Lui, son système immunitaire est en train de se battre, de se former, donc est un peu plus performant. C'est pour ça que quand vous voyez dans la communication, j'utilise toujours le terme nourrisson. C'est ça. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que tous les regards sont tournés vers les malades de Covid-19. On a cette petite analyse qui nous fait dire que peut-être les autres malades sont lésés. Est-ce que vous faites le même constat? Aujourd'hui, la peur d'aller même dans les formations de santé est réelle au niveau des populations. Vous avez fait ce constat également? Je n'ai pas fait ce constat dans le même sens. Déjà même, dans cette maladie Covid-19, quand je parle toujours, on ne soigne pas la maladie, on soigne le malade. Et le malade, quand il arrive, s'il est positif au Covid-19, il a d'autres maladies qu'il a en plus. Et il faut prendre en charge l'humain, c'est-à-dire le malade et non la maladie. Donc nous continuons par soigner les maladies, mais en même temps aussi le Covid-19 qui est une particularité. Et le Covid-19, sa particularité, c'est sa contagiosité et sa létalité qu'on voit. Et c'est pour cela qu'on est en train de... On a créé un centre spécialement pour ça, parce que c'est une maladie infectieuse. Sinon, on prend toujours, en médecine, il faut prendre toujours en charge un malade et non une maladie. Parce qu'un malade peut transporter plusieurs maladies. Et c'est une maladie qui l'amène, mais il faut le prendre en compte tout entier. À ce jour, est-ce qu'il y a des mécanismes mis en place pour pouvoir déceler d'autres zones de contamination comme Sokodé, qu'on vient de déceler, ou alors il faut attendre à ce que le cas se présente d'abord pour que le radar soit dirigé vers? Non, il y a des équipes de veille, des équipes de surveillance dans chaque préfecture et aussi dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux, comme je l'ai dit tantôt, quand un patient arrive, déjà avec un symptôme, on l'oriente. Mais aussi, il y a des prélèvements qui sont faits de façon raisonnée et plus tard, on risque de faire les prélèvements, tester presque toute la population. Actuellement, nous sommes en train de mars. Le dépistage de masse. Actuellement, nous sommes en train de faire des échantillonnages dans des zones, comme je le disais tantôt. Au niveau, on va faire des dépistages au niveau des aéroports, au niveau des hôpitaux, au niveau des marchés, au niveau... Donc, des points sensibles. Puis, secondairement,
on fera en fonction des poches, comme nous avons fait à Skodé, des cas, le village où il y a eu des cas de 10 cas, on a fait tout le village. Donc, en gros, ce n'est pas uniquement les gens qui présentent des symptômes. Il y a des cas contacts dont nous avons parlé, mais aussi il y a l'étude raisonnée selon les endroits et selon les fonctions. Eh bien, je reviens à vos directeur général de la police. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes à la tête de cette force spéciale mixte qui a pour mission de faire respecter les mesures barrières. Mais je voudrais peut-être savoir sur la protection de vos éléments qui sont là pour contraindre à respecter les mesures barrières. Quelles sont les mesures mises en place pour véritablement protéger ce personnel-là, autant que le personnel soignant? Nous bénéficions essentiellement de tout le matériel nécessaire pour notre protection. Le colonel Djibril est là, le coordonnateur. Nous aussi, nous avons droit à une dotation régulière. Comme le dit le chef de l'État, en mettant la force en place, a pris toutes les dispositions pour que nous-mêmes, nous soyons très protégés. En effet, nous avons 2 masques par jour. Chacun de nos éléments a le gel hydroalcoolique pour lui-même sa poche et il doit l'avoir partout où il passe. À chaque fois qu'il a contact avec un élément, il faudrait qu'il le passe. Et puis nous avons à l'entrée de nos services et même de nos, actuellement, je dirais les états-majors ad hoc que nous avons créés dans le cadre de cette force, nous avons le système de lavage à main à l'entrée. Et bon, je peux dire que vraiment, nous veillons particulièrement. Ça fait partie des premiers mouvements. Lorsque, avant de partir en mission, les chefs vérifient tout cet équipement sur les éléments. Et donc, nous ne souffrons pas de ces éléments. Nous avons même d'autres bonnes volontés aussi qui viennent nous en donner. Nous les recevons. Je profite de l'occasion pour dire à tous merci pour tout ce qu'ils nous donnent. Le colonel Djibril ici présent à chaque fois. Lui et moi, nous sommes régulièrement en contact. À chaque fois, il me demande si on en a besoin. Lorsqu'on en a besoin, je lui dis oui. Et puis, ça ne tarde pas. Pour cela, nous sommes très très nantis. Et puis, nous disons merci au chef de l'État et au coordonnateur ici présent. Très bien. Et je rappelle que c'est juste un hasard qui réunit aujourd'hui la force et le coordonnateur à ce plateau. Un heureux hasard, bien évidemment. Alors, ça veut dire que la force est au bon soin pour véritablement assurer sa mission. En fait, pour que la riposte réussisse, il faut que tous les acteurs soient dans de bonnes conditions pour mener leur mission. Et je remercie aussi le colonel, le directeur général de la police et le chef de la force mis en place pour tout le travail qui est là-bas. Comme il a dit, on est tout le temps en contact pour coordonner nos activités. Et il faut que tout le monde ait tous les moyens pour pouvoir mener leur mission. Et le chef de l'État a mis tous les moyens pour que tout le monde puisse travailler dans les bonnes conditions. Est-ce qu'on en est aujourd'hui, lorsque le chef de l'État, au 1er avril dernier, parlait d'un fonds à mettre en place 400 milliards, c'est important pour venir à bout de ce monde qui est Covid-19. Les bonnes volontés également devaient aussi mettre la main à la pâte à ce jour. Est-ce que les moyens, la ressource nécessaire est en place pour aller au front? Vous savez, dans cette mission, le chef de l'État a anticipé. Il a anticipé et sur le plan des ressources, nous ne souffrons pas du tout. Et quand il a annoncé les 400 milliards, c'est à la fois pour la préparation de la crise, pendant la crise et la post-crise. Donc, le chef de l'État a réfléchi à tout. Et il a pris tout son temps pour, comme je l'ai dit tantôt aussi, pour consulter tout le monde pour pouvoir prendre ces mesures. Et vous voyez que ces mesures couvrent tous les problèmes que nous avons et que nous aurons. Et si vous regardez par rapport aux autres pays, il y a certaines mesures que nous avons ici que d'autres pays n'ont pas. Et c'est pour cela qu'il faut se dire qu'actuellement, nous avons les moyens, c'est à nous de nous mettre à l'œuvre pour la réussite de cette riposte. Que dire aujourd'hui des mesures sociales aujourd'hui mises en place par le même décret pour venir en aide
aux populations vulnérables. Le tout n'est pas d'aller attaquer peut-être le mal, mais aussi le capital humain. S'il n'est pas pris peut-être trop au sérieux, risque de se faire vulnérable ou alors d'être exposé au mal. C'est là où se trouve la particularité du tout, où le chef de l'État a réfléchi aux populations vulnérables par rapport aux mesures. Et c'est pour ça qu'il y a eu des mesures pour aider ces populations vulnérables. Après, pour le programme Novici, vous avez vu l'allègement pour l'eau, l'électricité, et il y a même certaines entreprises par rapport aux taxes, ainsi de suite. Donc toutes les mesures ont été analysées, ont été prises. Et vous verrez, je vous dis, de comparer, vous allez voir que nous serons parmi les premiers, ou bien nous sommes une particularité à prendre des mesures comme ça au niveau socio-économique, au niveau social, au niveau social et sociétal. C'est cela. Très bien. Eh bien, professeur, je ne sais pas votre mot pour la fin, parce que nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette discussion. Votre mot pour la fin, est-ce que le danger est toujours à la porte ou est-ce qu'on est en train d'envoyer le danger à ce jour, à l'ère de Covid-19 notamment? Mon dernier mot, d'abord, pour vous dire ce que vous faites, merci, parce que vous faites partie de la sensibilisation. Et dire aussi à la population que ce n'est pas uniquement la coordination, ce n'est pas uniquement la force spéciale créée pour anti-pandémie créée, c'est tout le monde. Tout le monde doit croire en l'existence de la maladie, tout le monde doit faire respecter et respecter les mesures pour qu'on puisse venir à bout de ces pandémies. Sans l'action de tout le monde, ça serait difficile. Parce que cette pandémie, c'est un nouveau virus que nous ne connaissons pas, que nous apprenons à connaître. Cette pandémie a une évolution dynamique. Nous devons nous unir tous, au niveau des pays, au niveau de la sous-région, au niveau de l'Afrique, pour qu'on puisse combattre ce mal. Parce que si ce mal est combattu ailleurs et il n'est pas combattu dans d'autres pays, ce mal va revenir. Comme je l'ai dit tantôt, ce mal est parti d'ailleurs et ça arrive chez nous. Il faut que la lutte soit une lutte d'ensemble, une lutte planétaire pour que ce mal disparaisse. En ce moment-là, on sera tranquille en disant qu'on l'a vaincu chez nous, mais il est vaincu ailleurs, donc nous sommes tranquilles. J'appelle à tout le monde de s'unir pour mener la lutte ensemble. Merci, professeur. Alors, directeur général, votre mot de la fin. Apparemment, les éléments de la force sont très gentils, on vous entend tout à l'heure. Ils sont gentils. Ils n'ont pas perdu leur gentillesse. Il y a des accusations ici et là, mais la majorité des Togolais, et puis les Togolais honnêtes savent qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas imputer à cette force-là. Je vais tout de suite dire qu'ensemble, agissons de façon à pouvoir mettre fin à cette pandémie dans notre territoire. Le bouclage, les couvre-feux n'ont qu'un seul but, faire en sorte que la pandémie, le Covid-19 soit maîtrisé quelque part, pour ne pas créer la panique partout. J'invite particulièrement les compatriotes, y compris tous ceux qui entrent au Togo, à pouvoir se soumettre aux décrets, aux mesures prises par le gouvernement, le couvre-feu, le bouclage. Ça, ce n'est que pour un temps si on se concentre. Mais plus on va vouloir les violer, cela va durer, cela va certainement durer. Mais si on se concentre pour un temps, je suis sûr que les données vont appeler à d'autres décisions. Mais que de vouloir, lorsqu'on n'est pas vraiment obligé, vouloir forcément aller au village pour voir ses parents, comme on le fait d'habitude, vouloir aller au champ en traversant plusieurs préfectures, vouloir forcément relier d'autres régions alors que ce n'est pas indispensable. Je crois qu'on peut faire l'effort de faire l'économie de ces mouvements aujourd'hui. Restons chez nous. Et puis que le couvre-feu aussi soit un signe, puisque le couvre-feu impose aux gens de pouvoir rester chez eux, qu'ils ne cherchent pas à braver le couvre-feu. Comme ça, ils ne seront pas en conflit avec nous. Nous sommes là seulement pour faire respecter le couvre-feu. Et quand quelqu'un sait qu'il est dehors, il peut appeler le 111 pour dire je me trouve ici, j'ai envie d'être parce que je n'ai pas pu prendre les dispositions pour lui. Il peut appeler le 111, nous lui viendrons au secours. Mais vouloir le braver par force,
nous n'accepterons pas. Nous sommes là, le chef de l'État a pris des décisions, nous avons l'obligation de les respecter. C'est mon mot de fin et j'appelle tout le monde à se conformer à ces décisions. Merci, lieutenant-colonel Yaouvi Okpaoul, directeur général de la police nationale, commandant de la force mixte anti-pandémie Covid-19. Merci d'avoir été à ce plateau. Merci à vous également, professeur colonel Mohamed Djibril, coordinateur national de la gestion de la riposte Covid-19. Merci d'avoir été à ce plateau. Merci à vous aussi. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Merci d'avoir partagé ce temps avec nous. L'essentiel à retenir, protégeons-nous et respectons les mesures barrières. Ensemble, luttons contre Covid-19 au Togo. A très bientôt sur cette même chaîne. Merci. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.